Bonjour à tous, je m'appelle Ghislaine Verriest-Leblanc et je suis chef de la mission interrégionale sur l'arc méditerranéen pour le préfet de zone de défense et de sécurité sud, donc en charge de la coordination de la politique de prévention des inondations sur les 23 départements du sud et plus particulièrement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'Occitanie, de la Corse et de la Drôme et de l'Ardèche pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais ce n'est pas à ce titre que je vais faire cette intervention qui m'a été demandée sur la coordination et la mobilisation d'experts en local. C'est en tant que vice-présidente de l'Association française du génie parasismique que je vais m'exprimer aujourd'hui auprès de vous. Quelle coordination d'experts et diffusion de données en temps de crise? Qui fait quoi, comment et quand? J'ai choisi d'illustrer ces propos en prenant l'exemple d'un dispositif qui existe au niveau national et que j'ai eu la chance de construire avec différents collègues à partir des années 2010, qui porte sur le diagnostic d'urgence bâtimentaire en situation post-sismique. Et donc, je vais essayer d'illustrer mes propos au travers de cette expérience. Peut-être pour commencer, partager quelques définitions communes. Qu'est-ce qu'on entend par mobilisation d'experts en temps de crise et qu'est-ce qu'une crise? Une crise va être une situation exceptionnelle, quel que soit l'initiateur, que ce soit un initiateur naturel, technologique. On va avoir une perturbation, une instabilité, un désordre qui va perturber la société, des organisations et qui va dépasser leur capacité habituelle de réponse. Cette crise va vivre différentes phases temporelles et thématiques, et notamment une phase de déstabilisation et d'urgence pendant laquelle, en phase aiguë de la crise, les décideurs vont devoir prendre des décisions rapides, mais pour autant éclairées. Pour cette prise de décision, ils peuvent faire appel à de l'expertise qu'ils ont soit en interne, soit qu'ils vont mobiliser en externe pour les aider à prendre certaines décisions. Les experts dont on va parler, qui sont-ils? Je l'ai dit, sur les autres organisations, nous avons parfois des expertises internes. J'appartiens moi-même au ministère de la Transition écologique et en comité de domaine, identifie, qualifie dans différents domaines d'activité, dont les risques naturels, des niveaux d'expertise pour certains de ces agents sur la base de dossiers spécifiques, spécialistes, experts, expertise internationale. Il se peut également que les décideurs aient besoin de faire appel à de l'expertise externe, soit individuelle, des experts, des individus reconnus particulièrement pour des compétences et une expérience particulièrement précieuse et rare pour éclairer un champ d'activité ou collective. Il est d'ailleurs plutôt recommandé de faire appel à une expertise collective. Chacun de nous le sait, les avis d'experts sont parfois difficiles à prendre individuellement car parfois divergents, et c'est bien cette confrontation et cette expertise collective qui permettra de prendre la décision la plus éclairée. Je l'ai dit, ces experts vont disposer, bien sûr, si on les sollicite, d'une reconnaissance, parfois établie, parfois un agrément particulier, mais il n'y a pas de standard en matière de reconnaissance de ces experts. En tous les cas, on leur reconnaît un statut, une certaine compétence de par leur connaissance acquise au fil du temps et leur expérience particulière. Ils ne sont pas forcément des experts scientifiques et on différenciera d'ailleurs l'expertise scientifique classique de l'expertise décisionnelle en temps de crise, qui est une expertise assez particulière, vous le verrez sur l'exemple du risque sismique. Ces experts qui, en temps de paix, je dirais, ont le loisir, le temps d'analyser posément la bibliographie, les expériences qui ont pu être menées à l'international, voire expérimentées de leur côté, là vont devoir, en situation de crise, analyser rapidement la situation, la confronter à leurs connaissances et leurs acquis, apporter une analyse et surtout proposer des actions, des solutions dont le choix appartient absolument aux décideurs et ne doit pas appartenir à l'expert. C'est important, on y reviendra. Pour mobiliser ces experts, vous le verrez également au travers des exemples sur le risque sismique, il est important de définir sur quel champ, quelle est la question qu'on pose à ces experts en temps de crise. Et cette définition est importante. Elle doit faire l'objet d'un cadre formel, être contractuelle avec l'expert, et elle permettra de ne pas avoir de confusion de genre et de ne pas dépasser la limite fixée à cette expertise. Et puis, c'est vrai que si le décideur fait appel à une expertise, c'est parce qu'il n'a pas en son sein
à son niveau, le niveau de connaissance suffisant et que la situation est suffisamment complexe pour qu'il sollicite un avis éclairé. Pour autant, il doit être en capacité de s'approprier cette expertise, aussi complexe soit-elle, pour prendre la bonne décision. Et la mobilisation des experts, on le verra au travers de l'exemple sismique, pose tout de même des questions. Quel est vraiment le niveau de compétence? Est-il suffisant? Doit-on ajouter des experts d'autres disciplines? Quelle est l'indépendance de ces experts par rapport aux décideurs? Quel niveau de confiance peut-on avoir de l'avis qu'ils vont émettre? Et quelles sont leurs obligations? Bien souvent, on dit que l'expert mobilisé en temps de crise va avoir une obligation de moyens, pas forcément de résultats, le résultat étant soumis à incertitude et les avis entre experts étant parfois variables, voire divergents, je l'ai dit tout à l'heure. En situation de crise, donc dans cette situation très particulière qu'on a définie ci-avant, effectivement, les décideurs vont demander un appui, un conseil, un soutien à un groupe d'experts ou des experts particuliers en interne ou en externe pour avoir une aide à la décision. On a bien sûr des exemples assez variés, emblématiques, de recours à l'expertise sur des crises environnementales, alimentaires, sanitaires comme celles qu'on a vécues et qu'on vit encore avec la Covid-19, et puis des crises technologiques majeures. Je pense, au travers de ces exemples, à l'amiante, à la grippe aviaire, bien sûr au Covid-19, et puis à des crises majeures, l'accident de Toulouse, Lubrizol, etc., dont on a parlé récemment dans l'actualité. Il va s'agir, pour l'expert en temps de crise, je l'ai dit tout à l'heure, de travailler dans une situation d'extrême urgence et de crise aiguë. Et son expertise va avoir un poids particulier et entraîner finalement un niveau d'enjeu collectif assez conséquent. Et sa recommandation, ses avis auront une grande portée, même si la décision finale appartiendra aux décideurs. Il est important, tout à l'heure on parlait du cadrage nécessaire de la question posée à l'expertise, qu'il n'y ait pas de confusion de genre entre qui expertise et porte un avis technique pour aider à la décision et qui décide. L'expert n'est pas décideur, ne doit pas l'être, et doit limiter sa communication, la communication étant celle du décideur. Et quelle responsabilité de ces experts? Finalement, la décision sera prise par le décideur et sa responsabilité sera entière. Mais on a également des cas, et je parle notamment de l'exemple de l'Aquila en 2009, où certains experts, dans leur aide à la décision en période de crise, ont été mis en cause au niveau pénal. Prenons du coup l'exemple d'une crise sismique. Après un séisme important, alors on en a vécu quelques-uns en France métropolitaine, je pense notamment au séisme de Provence en 1909, plus récemment le séisme du Teil, sur lequel je reviendrai. Après un séisme majeur, les bâtiments vont être fortement endommagés et il va être essentiel pour les autorités de savoir quel est le niveau d'endommagement du bâti et est-ce que ce niveau d'endommagement présente une dangerosité et un risque particulier pour les personnes. Ces diagnostics vont permettre, d'une part, d'avoir une idée de l'étendue globale des dommages, mais surtout aux décideurs de prendre la décision pour les occupants de ces bâtiments d'autoriser, d'interdire ou de limiter temporairement l'accès à certains bâtiments qui, endommagés, présentent un risque de ruine, par exemple, sur leurs occupants. Les crises internationales, je pense notamment au séisme de Lorca en 2011, des séismes également qu'on a pu avoir aux Antilles, le séisme des Saintes en 2004, montrent que l'absence d'anticipation du recours à l'expertise pour prendre des décisions sur les bâtiments endommagés va complexifier encore plus la gestion de crise sismique. Elle va pénaliser la rapidité et la capacité de mobilisation des experts. Elle va pénaliser la coordination et la traçabilité des prises de décision. Elle va entacher la sécurité même des diagnostics, puisqu'on aura bien sûr des personnes qui vont se porter volontaires et différents types d'experts qui vont se mobiliser aux côtés des autorités pour les aider à faire ces diagnostics. Mais non cadrées, les méthodes utilisées seront divergentes, pas forcément comparables, les avis divergents et la perte de confiance importante et le mécontentement de la population grandissant. Il était donc important pour la France de sécuriser, de fiabiliser et d'encadrer la mobilisation de telles expertises en cas de crise sismique.
Et la sécurité civile a choisi de stabiliser le dispositif en l'officialisant au niveau national, au travers de l'Association française de génie parasismique et d'une convention dont la première a été signée en 2014 et renouvelée en 2020. On parle aujourd'hui de dispositif urgence, AFPS, DGS-CGC pour la Direction générale de la sécurité civile et des gestions de crise. Ce dispositif urgence national s'appuie aujourd'hui sur une méthodologie qui a été fondée sur des expertises menées au travers de séismes qui ont eu lieu à l'international et d'expertises qui existent également et de modèles d'expertise qui existent notamment aux États-Unis et en Italie, qui sont fréquemment frappés par des crises sismiques et qui ont d'ailleurs professionnalisé ce champ d'expertise, on en reparlera. Elle est basée donc sur une méthodologie qui a été testée, approuvée, fiabilisée au cours du temps, et un réseau d'experts, un réseau qu'on appelle des inspecteurs volontaires qui sont qualifiés via un processus particulier dont je reparlerai et qui sont coordonnés au niveau national et coordonnés en local quand on les déploie. On verra 2 exemples de déploiement très récents. L'objectif précis et la question qui est posée aux experts qui sont mobilisés est la suivante. Face à la situation de crise sismique sur lesquelles ils sont mobilisés, quel est leur avis quant aux risques immédiats présentés par les bâtiments endommagés pour les personnes qui les occupent? Pour répondre à cette question et en fiabiliser la réponse pour une prise de décision par les autorités, il était important d'avoir une méthode technique fine, standardisée, et de concevoir une organisation qui s'intégrait dans la chaîne de décision et dans le dispositif de gestion de crise classique national et départemental, sans s'y substituer pour autant. L'objectif de ces diagnostics d'urgence post-sismique, menés par des experts donc volontaires et bénévoles, va être de fournir un avis technique, une information en vue de la décision par les autorités, de décision sur ces bâtiments endommagés pour protéger les personnes et garantir leur sécurité. Les diagnostics qui seront réalisés sur les ouvrages impactés vont permettre de hiérarchiser, bien sûr, dans l'ensemble du parc endommagé les interventions et les travaux qui sont menés pour la mise en sécurité, d'interdire ou de restreindre l'accès du fait de la dangerosité des ouvrages, d'identifier ceux menaçant de ruine et devant être immédiatement démolis ou à très court terme, et puis, bien sûr, d'identifier également, en voyant les choses positives, les bâtiments qui sont peut-être non endommagés ou faiblement endommagés et pour lesquels on peut autoriser les personnes à revenir à l'intérieur, ce qui est important pour le retour à la normale. Cette démarche de diagnostic d'urgence va être également importante en matière de communication en temps de crise et d'information donnée à la population, au-delà de la vision globale qu'elle va permettant de hiérarchiser les actions. Pour répondre à cette obligation, l'AFPS a donc développé une méthodologie adaptée et s'est organisée pour disposer de moyens humains, un recensement particulier de volontaires experts, une qualification de ces experts au travers d'une formation initiale d'1 semaine et de recyclage périodique, un maintien également de ces compétences dans le temps au travers d'exercices réguliers qui sont organisés par la FPS de façon croisée avec les autorités au niveau national et départemental. Et puis un système d'alerte puisque ce dispositif doit être activé à n'importe quel moment. Et puis bien sûr une équipe de coordination parce que mobiliser des experts sur ces champs d'intervention en situation post-sismique nécessite une coordination, un déploiement et un management particulier au travers d'une cellule urgence donc, qui a été armée pour réaliser cette coordination. La méthodologie est inspirée bien sûr de méthodologies qui existent à l'international et de systèmes qui sont plutôt professionnels aux États-Unis et en Italie. Elle est de façon simple, je ne rentrerai pas dans le détail, un principe de checklist qui est soumis à des experts et qui vont analyser pas à pas l'extérieur du bâtiment, l'intérieur au niveau des éléments structurés et non structuraux pour aboutir à une prise de décision. Une prise de décision quant au niveau de dangerosité qui sera symbolisée par 3 couleurs qui peuvent être attribuées. Rouge, risque d'effondrement
et avis d'interdire l'accès à ces bâtiments, avis soumis donc aux autorités. Jaune, dangereux, interdiction de séjourner, mais possibilité d'y rentrer temporairement, charge aux autorités de savoir s'il faudra être accompagné ou pas. Et vert, occupation possible, car risque jugé négligeable, même si le bâtiment est endommagé. Vous avez ici un exemple de fiche de relevé. Ce qui est important, c'est le petit cadre en bas. On a affaire à des experts et je vous ai dit bien souvent, autant on a d'experts, autant on aura d'avis différents, même si c'est un peu caricatural dit comme ça. On a voulu standardiser leur réflexion, leur raisonnement par cette fiche pas à pas, mais également par une grille d'aide à la décision qui va permettre de lisser et d'harmoniser les avis des inspecteurs, grille qui bien sûr a été validée, testée et fiabilisée au travers des séismes internationaux sur lesquels on a pu le tester et travailler avec nos collègues américains et italiens. Les inspecteurs mobilisés sont donc des experts qui ont été identifiés de par leur expérience, leurs compétences et leur formation initiale, puisque ce sont essentiellement des experts en génie civil. Ils ont suivi pour être habilités comme étant en capacité de faire des inspections de diagnostic bâtimentaire d'urgence après séisme, une formation initiale d'une semaine habilitante. Ils ont donc réussi l'évaluation finale et sont soumis à un recyclage tous les 3 ans et à l'obligation également de répondre présent sur des exercices qui sont menés au niveau local ou au niveau national. Ils figurent sur une liste d'aptitudes qui est mobilisable H24 au travers d'un système d'astreinte. Ils ont signé un acte d'engagement qui va les couvrir en responsabilité, sur lequel ils s'engagent bien sûr à respecter la méthodologie, la posture et les consignes qui leur ont été données au travers de la formation. Ils ne réaliseront des diagnostics que sur le champ, le parc, sur lesquels ils sont officiellement mobilisés, ont reçu un kit spécifique d'intervention et auront un statut de collaborateur occasionnel de service public. Ils ont le devoir, et l'association les aide, d'informer leur employeur sur leur habilitation d'experts sismiques et leur capacité à être mobilisés. Et ils ne travailleront jamais seuls. On est bien sur une expertise collective, systématiquement en binôme, avec un contrôle par sondage de la validité des diagnostics qui sont réalisés. Les diagnostics d'urgence sont demandés en fait par les autorités qui vont prioriser sur la base bien sûr d'occupants, de propriétaires qui vont se signaler auprès des autorités, mais également d'une vision globale de l'étendue des dommages et d'une hiérarchisation qui sera faite avec l'aide des services de secours par les autorités. Les résultats seront communiqués aux autorités, en général pas systématiquement affichés sur le terrain, et l'autorité accompagnera l'information auprès des populations quant aux résultats des diagnostics qui sont très impactants pour ces populations sinistrées, puisque parfois elles ne pourront pas revenir dans ces bâtiments endommagés. 2 exemples et les enseignements tirés de 2 mobilisations récentes, celle du séisme du Teil, qui est survenu le 11 novembre 2019. C'est un séisme qui est donc intervenu en métropole, en Ardèche, le plus important survenu depuis 1996 en métropole et le plus important en termes de dommages depuis le séisme d'Arrête de 1967. Une magnitude raisonnable, autour de 5, mais une profondeur extrêmement faible, qui a fait que le séisme a été très ressenti et de nombreux bâtiments ont été endommagés. Les premières heures et les premiers jours après le séisme sur lequel nous sommes intervenus, des centaines de personnes étaient en hébergement d'urgence avec de très nombreuses demandes de diagnostic. Et c'était la première activation finalement de ce système dispositif urgence sismique mis en place en 2014. 45 inspecteurs experts ont été mobilisés sur cette mission pendant une grosse dizaine de jours. Ils ont réalisé à peu près 600 diagnostics centrés sur la commune du Teil à la demande des autorités. Qu'est-ce qu'on retient en matière de mobilisation de ces experts en temps de crise ? Le référentiel, heureusement, est apparu comme robuste et les inspecteurs reprennent très vite les postures recommandées et la prise en main de cette méthode à laquelle ils ont été formés quelques années plus tôt pour certains. Et donc, on était très satisfaits de leurs compétences et de leur efficacité. Pour autant, nous avons été projetés sur site très rapidement. Le système est très réactif. Le lendemain du séisme, nous étions déjà sur site. Et c'est peut-être trop tôt, en fait. Il faut prendre le temps de mobiliser l'expertise, de clarifier la question sur laquelle on va les mobiliser, et donc
avoir le temps d'avoir une vision globale de la zone impactée et des priorités qu'on va donner en termes de déploiement. C'est un retour d'expérience de cet événement et peut-être qu'il aurait fallu avoir une bulle de réflexion de 3-4 jours avant de commencer ces expertises. La cellule, la coordination au niveau local est extrêmement importante et l'accompagnement au niveau local de ces experts par la collectivité elle-même, par les autorités, et la compréhension du sens de leur action et la proximité avec les populations sinistrées a été également très importante. Le fait également qu'il a fallu se coordonner avec d'autres experts, puisque les sapeurs-pompiers formés au risque bâtimentaire étaient également mobilisés. Et là, les différentes méthodologies utilisées ou les différences dans les formations initiales a posé question et a montré qu'il fallait se préparer à ces coordinations d'experts et à ce travail en commun et cette acculturation réciproque. La communication a été assurée comme prévu par le décideur qui accompagnait notamment par une assistance psychologique les populations à la prise de connaissance des résultats des diagnostics. Et il a été montré également que l'autorité a besoin d'une certaine fluidité et rapidité de l'expertise en temps de crise et qu'il faut travailler à des outils numériques qui permettent des remontées des résultats d'expertise en temps réel pour une prise de décision la plus rapide et la plus éclairée possible. Cette crise a montré également que les experts, eux aussi, vivent la crise au même titre que d'autres intervenants, services de secours, autorités, et qu'il est important de les accompagner également psychologiquement dans leur vécu de cette gestion de crise, puisque leur avis n'est pas dénué d'impact pour les populations, et c'est parfois assez lourd à porter pour certains dans des conditions en plus d'environnement dégradé. Au séisme s'ajoutait une tempête de neige et on a eu également un épisode Cévenol avec une crise d'inondation en simultané. Le retour d'expérience de cet événement, en tout cas, a été positif pour améliorer et se poser des questions sur le dispositif urgence. Et puis est survenue une autre crise, celle de la tempête Alex sur les vallées maralpines de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya, le 2 et le 3 octobre 2020. Et là aussi, vous voyez les images sur la diapositive, on a eu de nombreux bâtiments impactés de façon dramatique et qui posaient des questions en termes d'instabilité du bâti et de risque pour les personnes. Le dispositif prévu et l'expertise prévue initialement pour le risque sismique a été mobilisé à la demande du préfet du département des Alpes-Maritimes au service de la gestion de crise post-inondation. On a cette fois-ci, par contre, tiré les leçons du séisme du Teil et mobilisé tout de suite une expertise mixte sapeurs-pompiers formés au risque bâtimentaire et inspecteurs formés par la FPS pour plus d'efficacité. Les enseignements qui ont été tirés de cette crise sont les suivants. Il a été très confortable d'avoir un pilotage centralisé par le préfet qui a choisi de centraliser tous les diagnostics avant de communiquer un quelconque résultat sur l'ensemble des 12 communes qui étaient concernées. Le dispositif a montré qu'il était agile et adaptable à différentes crises qui impactent le cadre bâtimentaire et qui présentent des enjeux de sécurité. Que les conditions, par contre, de déploiement des équipes étaient extrêmement difficiles, certaines étant mobilisées par hélicoptère sur zone et nécessitaient une certaine anticipation et un certain réalisme pour les inspecteurs mobilisés quant à leurs conditions physiques et leur résistance psychologique sur des environnements aussi dégradés. L'expertise mixte AFPS sapeurs-pompiers a extrêmement bien marché, les deux profils étant très complémentaires dans la posture et également dans la relation aux autorités et aux concitoyens. Et puis la pertinence des outils numériques, puisque cette fois-ci, on a pu tester des outils numériques, chose qui avait manqué sur le Teil, et pertinence de ces outils pour fluidifier la remontée d'informations vers les autorités. Et puis, contrairement à ce qui a été fait au niveau du Teil, on est resté finalement sur ces expertises d'urgence et aujourd'hui encore, sur 800 bâtiments qui avaient fait l'objet d'arrêtés d'interdiction, le Teil en a encore 650 qui sont fermés parce qu'il n'y a pas eu de relais d'expertise approfondie et qu'il y a des soucis avec les assurances. Ici, au niveau départemental, le préfet a tout de suite décidé, après la phase d'urgence et ses premières expertises, d'enclencher de façon coordonnée des expertises approfondies qui visaient à renforcer certains bâtiments, voire à arrêter une prise de décision finale quant à la démolition ou à l'expropriation de certains d'entre eux.
Pour conclure, on est donc là sur une illustration via la crise sismique d'une expertise mobilisée en temps de crise. On peut voir qu'aujourd'hui, on a un dispositif national piloté en local sur des crises particulières qui a montré sa pertinence et son efficacité et son intérêt. Pour autant, nous sommes ici, contrairement à d'autres pays européens, sur une expertise qui est fondée sur des volontaires bénévoles. Est-ce que ce système est envisageable de façon pérenne et n'est pas discutable en soi? C'est une question que l'on réfléchit à l'heure actuelle. Et même si ce dispositif a montré son efficacité sur 2 crises un petit peu différentes, sismiques et une liée à des inondations torrentielles, sommes-nous vraiment prêts en France à faire face à un séisme majeur et structuré pour faire appel à une expertise en masse sur ces bâtiments endommagés? Là aussi, la question reste à creuser et les voies de travail sont encore multiples. Je vous remercie.